Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous plongeons dans le mythe de Dollard des Ormeaux avec Patrice Groux. Historien et enseignant, Patrice Groux est également auteur. En particulier, il vient de publier aux éditions du Boréal Pour en finir avec Dollard, Wendat, Anishinaabe et Français au pied du Kinojiwan. Dans cet ouvrage, Patrice Groux examine le mythe de Dollard et s'intéresse notamment au point de vue des Autochtones sur ce personnage aujourd'hui contesté et sur la bataille du Lonceau, le Kinojiwan en langue Anishinaabe, bataille qui l'a rendu célèbre. Que sait-on véritablement de Dollard des Ormeaux, cette figure historique à laquelle un jour férié a été consacré jusqu'au début des années 2000 ? Au microphone de Mathieu Lavigne, l'historien Patrice Groux analyse les angles morts du grand récit épique qui a été fait de la bataille du Lonceau. Il nous explique aussi en quoi l'exaltation des faits d'armes de ce personnage historique peut entraver les efforts déployés actuellement par la société québécoise pour favoriser la réconciliation avec les premiers peuples. Patrice Groux, bonjour. Oui, bonjour. Patrice Groux, en avril dernier, vous faisiez paraître chez Boréal l'ouvrage intitulé Pour en finir avec Dollard, Wendat, Anishinaabe et Français au pied du Kinojiwan. Il s'agit de votre deuxième livre sur Dollard des Ormeaux, après un premier ouvrage paru en 1998. Monsieur Groux, est-ce que Dollard lui-même méritait deux ouvrages ou est-ce que c'est plutôt l'évolution de notre regard sur cette figure historique qui justifie un deuxième livre? En fait, d'une part, il y a sûrement l'évolution de notre regard parce que, évidemment, 25 ans se sont déroulés entre-temps et l'actualité, si on veut, a rattrapé, en fait, le mythe d'une certaine manière, mais aussi parce que l'actualité a rattrapé le mythe parce que beaucoup de choses se sont produites dans nos relations avec les Autochtones entre-temps. Donc, il y avait déjà eu la commission du Sceau Erasmus sur la situation des peuples autochtones, mais entre-temps, on a eu cette commission d'enquête sur les femmes violentées et battues, assassinées dans les communautés autochtones. Il y a eu les révélations sur les pensionnats. Donc, beaucoup de choses se sont dites entre-temps et par conséquent, il fallait aussi revoir un peu ce que les mythes historiques qui parlent de nos relations avec les Autochtones, comment elles avaient évolué. D'autre part, le premier livre, il ne traitait pas exactement de la même chose. C'est-à-dire que dans le premier livre, qui était une thèse de doctorat en réalité, portait sur la constitution d'un mythe qui parlait des relations entre Québécois et Premières Nations et la justification de la mise à l'écart de ceux-ci. Ce livre-ci, bien, il traite beaucoup plus, en fait, de ce qui s'est produit. D'abord, il traite évidemment du même sujet, mais pas sous le même angle. Le premier livre était plus sous l'angle du récit littéraire, si on veut, une étude de l'évolution de nos perceptions. Celui-ci reprend en partie ce que j'avais fait au début, mais j'ai aussi fait des transformations importantes et notamment, j'ai revu la bataille elle-même que je n'avais pas étudiée en tant que telle. Donc, l'événement historique lui-même, comment il s'est produit, et d'où cette deuxième version. Et d'ailleurs, une chose qui m'a frappé en vous lisant, Patrice Groux, c'est à quel point on ne connaît pas grand-chose sur Dollard des Ormeaux lui-même. Je parle sur le strict plan biographique. On le connaît assez peu, Dollard. Effectivement, on le connaît peu parce qu'il n'y a pratiquement aucun document qui porte sur lui, à part des documents qui portent sa signature à Montréal, en fait, et puis l'acte de décès. Donc, pour ce qui s'est produit en France avant, on ne sait pas. Et cette espèce d'absence, en fait, de personnalité, c'est un personnage plat, hein, complètement. Ça a permis énormément de fabuler à son sujet, d'inventer des situations, de faire des romans sur lui. Et c'est très typique, en fait, des héros mythiques. Parce que les héros mythiques, très souvent, sont des gens qui n'ont pas de naissance ou une naissance obscure. Ils se révèlent dans l'épreuve, ils sauvent un monde, mais eux-mêmes n'ont pas réellement d'épaisseur historique.
Et Patrice Groux, si on s'attarde plus directement sur la bataille du Long-Sault elle-même, vous l'avez davantage étudiée dans ce deuxième ouvrage, vous l'appelez aussi la bataille du Kenojiwan. Donc ça, c'est le nom Anishinaabe qui est donné au secteur de la rivière des Outaouais, secteur assez tumultueux où aurait eu lieu la bataille. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, en 1660, on est dans une situation qui est très difficile pour la Nouvelle-France, qui est coupée de ses approvisionnements en fourrure dans l'Ouest, et c'est le commerce des fourrures qui fait vivre la colonie. On est également à la fin d'un cycle de bataille entre les Haudénéchonais, les Iroquois, et les Wendat. Les Haudénéchonais essayant d'assimiler ou d'incorporer dans leur rang tous les Wendat qui restaient, qui subsistaient. Et il semblerait qu'au moment où la bataille éclate, il y avait une armée Haudénéchonais qui s'apprêtait à, d'une part, envahir la Nouvelle-France, mais envahir dans le sens où il s'agissait de faire des captures, en fait, des populations pour avoir des otages, pour être en mesure de négocier une paix. Et d'autre part, de mettre la main sur les derniers Wendat qui étaient réfugiés à Québec sous la protection des Français à ce moment-là. Et ce sont les Wendat qui déclenchent une opération de... Ils sont au courant, tout le monde est au courant en fait dans la colonie, parce que tout se sait. Ils savent que les Haudénéchonais ont l'intention d'aller les chercher. Ils le faisaient depuis plusieurs années en fait. Ils avaient déjà décimé pas mal la population de Wendat de Québec. Et étant au courant de ça, ils décident de faire une action préventive et de remonter la rivière des Outaouais, où on savait que les Haudénéchonais descendaient pour aller les battre, pour éventuellement faire des prisonniers également de leur côté, bref, pour les empêcher d'être une nuisance. Donc, c'est ce type d'action-là qui est faite. Et à ce moment-là, ben, on ne s'attendait pas à ce que les Haudénéchonais descendent dans un seul bloc, là. Ils descendaient souvent dans des petits partis de chasseurs qui revenaient séparément. Donc, on pouvait les battre facilement de cette façon-là. Alors ça, c'était le point de vue Wendat. Les Français étaient toujours réfugiés dans leur fortin. Les Français ne sortaient pas, en fait, de leur territoire ou des environs de leurs établissements. Et donc, on avait commencé à avoir à peu près la même idée. Les documents de l'année précédente nous le montrent bien. On commence à réfléchir à l'idée d'envoyer une expédition préventive aussi. Et c'est probablement un hasard, mais un hasard qui est bien tombé, que les Wendat, en remontant la rivière, le fleuve de Saint-Laurent, pour se rendre au Long-Sault, rencontrent les Français en chemin. Et d'autre part, la destination du Kenojiwan n'est pas une surprise non plus, parce que les Wendat sont des associés de très longue date, depuis plusieurs centaines d'années. Ce sont des partenaires commerciaux avec les Anishinaabe. Ils n'ont pas la même culture, mais ce sont des partenaires commerciaux. Les Anishinaabe qui, eux, vivent dans la rivière, dans la vallée des Outaouais. Et en fait, la vallée des Outaouais, c'est le territoire Anishinaabe. Les Wendat savaient, grâce à leur contact avec les Anishinaabe, dont plusieurs, en fait, les ont accompagnés durant cette expédition-là, ils savaient qu'il y avait un petit fortin Anishinaabe qui avait été construit là l'automne précédent, donc en 1759, justement au pied du Kenojiwan. Donc, ils se sont probablement dit, c'est mon hypothèse, que tous ces gens-là vont converger sur ce point qui serait un bon point d'appui pour une éventuelle escarmouche avec les Haudénéchonais. Le problème pour eux, c'est que les Haudénéchonais étaient déjà rassemblés. Il y en avait 200 dans la rivière des Outaouais. Donc, quand ils les ont rencontrés, les premiers Haudénéchonais, ils se sont tout de suite retrouvés devant 200 ennemis. Eux n'étaient au fond que 60 au maximum, parce qu'il y avait 40 Wendat, quelques Anishinaabe et 17 Français. Et puis, d'autre part, les Haudénéchonais, l'autre groupe, se retrouvaient aux îles de Sorel. Ils étaient déjà rassemblés également. C'était un point de rassemblement habituel pour eux. Et donc, il y avait réellement une armée qui convergeait. On n'était pas tout à fait sûr là, que ça allait se produire, mais là, on avait la confirmation que ça allait se produire. Et tous ces gens-là ont convergé sur le Long-Sault, et dès qu'ils ont su que les derniers Wendat, ceux sur lesquels ils voulaient mettre la main, étaient là. Et ils étaient même à leur disposition, et ils étaient sans protection parce qu'ils étaient loin de Ville-Marie, ils étaient loin de Québec encore plus. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être rapidement secourus. Et c'est là que la bataille s'est engagée, le siège s'est engagé. Donc, en fait, c'est un siège qui a eu lieu essentiellement. Et durant le siège, un certain nombre de Wendat qui étaient chez les Haudénéchonais, parce qu'ils avaient été capturés les années précédentes, se sont approchés de la palissade pour inviter leurs parents, leurs amis qui étaient là, à les rejoindre finalement en leur promettant la vie sauve.
parce qu'ils allaient être incorporés chez les Haudénésonais. Et à ce moment-là, les Français qui voyaient ce qui se passait ne comprenaient pas parce qu'ils ne parlaient pas la langue, donc ils ne saisissaient pas ce qui se passait, ont tiré sur les ambassadeurs des armées, en fait, des Haudénésonais, qui étaient des Wendat probablement, et en ont tué quelques-uns. Évidemment, ça a enragé les assiégeants et c'est là qu'il y a eu cette ruée sur le fort où tout le monde a été soit capturé, soit massacré sur place. Alors, c'est comme ça que la bataille s'est terminée. Une fois qu'on dépouille le récit qui a été fait de cette bataille, une fois qu'on le dépouille de ces éléments mythiques, qu'est-ce qui reste justement du récit de cette bataille? En fait, ce qu'il en reste, c'est une parole Wendat, c'est-à-dire une parole sur les épreuves que les Wendat ont subies, sur également les alliances qui existaient à l'époque entre Autochtones et Français, et puis sur un exemple de la manière de faire la guerre, et enfin sur les conséquences de la bataille finalement sur les Wendat. Et au total, on a ici un récit qui nous parle de la capture de la parole autochtone par les Jésuites. Alors, voyez-vous, les éléments mythiques, ils sont là, ils se sont surajoutés au récit original jusqu'au point où on a perdu de vue que le récit original était un récit Wendat parce que c'est un des rescapés de la bataille du Lonceau qui était un des Wendat qui est venu le raconter aux Jésuites et puis à Marie de l'Incarnation à Québec. Donc, on a une parole Wendat qui a disparu. Je peux faire une petite parenthèse sur l'utilisation du nom Kinojiwan, qui était d'ailleurs connu par Champlain lui-même, et il lui disait Kenishwan. C'est vraiment le Lonceau, tel que décrit par les Premières Nations sur la rivière des Outaouais. Et j'insiste pour réautochtoniser, si vous voulez, la nomenclature. J'ai également pris tous les noms autochtones des populations originales, c'est-à-dire au lieu de dire les Iroquois, j'ai parlé des Haudénéchonais, des Anishinabés pour parler des Algonquins, des Wendat pour parler des Hurons, parce qu'il est important dans la suite de nos rapports de parler de façon correcte des gens avec qui on discute. Tout à fait. Et d'ailleurs, votre ouvrage s'ouvre sur un lexique, très utile d'ailleurs, là, où vous précisez les termes utilisés. Patrice Groux, vous soulignez donc, et vous venez de l'évoquer, que dans le récit qui a été fait de la bataille du Lonceau, hein, dans cette construction narrative qui remonte au 17e siècle, la perspective autochtone est rapidement oubliée, la parole autochtone est presque d'emblée écartée, voire détournée par les auteurs. Pourquoi? Pourquoi ce travail justement où on détourne la parole autochtone? En fait, c'est un travail, je dirais plus ou moins volontaire, mais c'est que comme les textes ont été écrits par des Français, ils ont été écrits du point de vue des autorités françaises, c'est-à-dire des pouvoirs politiques et militaires, bien sûr, puis également des pouvoirs religieux, qui mettent l'accent sur leurs propres efforts, les efforts missionnaires, les épreuves qu'ils subissent. Donc, ce sont des textes de propagande, en partie, qui sont des appels à l'aide, en fait, parce qu'on est dans une période extrêmement difficile pour la Nouvelle-France, qui a failli d'ailleurs disparaître. Hein. Les contemporains le disent. Je pense que ce n'était pas exagéré de le dire. Donc, ces textes-là, il fallait qu'ils soient évidemment du point de vue français. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus de point de vue autochtone. Enfin, la parole autochtone, on dit bien que le récit de la bataille vient des Autochtones, mais on n'insiste pas sur cette question-là parce que c'est le travail missionnaire qui est mis de l'avant par des Jésuites et puis par Marie d'Incarnation. Mhm. Et quels sont les principaux angles morts, hein, de ce récit, disons, traditionnel qui a été fait de la bataille du Lonceau? Vous évoquiez du côté Wendat, notamment les nombreuses pertes là, qui ont pu survenir lors de la bataille. Oui, ben en fait, je pense que le premier angle mort, c'est que l'initiative de la bataille a été une initiative Wendat. Alors, c'est essentiellement donc cette initiative Wendat que j'ai voulu rappeler. Également, il y a cette alliance franco-amérindienne qui est indispensable à comprendre et que les récits ont petit à petit fait disparaître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd de vue que les Français et les Autochtones étaient partis ensemble dans cette bataille-là et on finit par dire que ce ne sont que les Français qui ont pris l'initiative et que les Wendat se sont joints aux Français et même à un moment donné ont trahi les Français pour faciliter la victoire des Haudénéchonais sur la troupe de Dollard. Donc, il y a eu un détournement du récit
qui s'est effectué par la suite. D'autre part, il y a un élément qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris en fait à l'époque et que je pense que même Dollard lui-même ne comprenait pas, c'était l'interaction entre les Haudenosaunee et les Wendat. C'est-à-dire qu'ils font partie de la même culture, si vous voulez, la culture Huron-iroquoise. Ils parlaient la même langue à peu près. Et surtout, il y avait beaucoup de Wendat chez les Haudenosaunee qui avaient été capturés en fait durant les années précédentes par les Haudenosaunee, capturés et intégrés dans leur culture. Donc, ça, c'est une chose que les Français ne comprenaient pas parce qu'ils ne parlaient pas la langue non plus. Il y avait une incompréhension de ce point de vue-là. Et puis ensuite, le dernier élément, je pense, qui était important que le discours traditionnel n'a pas donné, c'est les conséquences pour les Wendat de cette défaite-là, parce qu'en fait, ce sont la plupart des hommes, des guerriers, jeunes et vieux, là, qui ont été capturés à cette occasion-là. Et le village de Wendat s'est retrouvé sans hommes pratiquement en 1660, 1661. Ça a été une perte terrible pour eux. Ça a été une perte aussi pour la colonie française, bien sûr, parce que les Wendat jouaient un rôle important comme intermédiaire avec les autres nations autochtones et jouaient un rôle protecteur. Hmm. Et Patrice Groux, on comprend que dans le récit européen de la bataille du Lonceau, va aussi émerger un discours intransigeant contre les Haudenosaunee, donc ceux qu'on connaît mieux sous le nom de Mohawk. Est-ce qu'il y a eu plus tard un contre-discours Mohawk sur ces événements, notamment au plus fort des commémorations et de la célébration de la mémoire de Dollard des Ormeaux? Là, on peut penser aux années 20, 30, 40, peut-être même 50. Là, on associe souvent la figure de Dollard des Ormeaux, entre autres, à Lionel Groux, là, notamment. Ben, non, il n'y a pas eu de. En fait, les Haudenosaunee n'ont pas conservé de souvenir de cette bataille-là. On a quelques témoignages. En fait, on a un témoignage par les Hollandais. Et donc, les Haudenosaunee aussi ont été privés de leur parole. Il faut voir qu'à l'époque, eux étaient alliés aux Hollandais qui vivaient dans le territoire de l'État de New York actuel. Les Hollandais, eux, ont été battus par les Anglais quelques années plus tard. Donc, les Haudenosaunee se sont retrouvés alliés avec les Anglais et ceux qui se sont retrouvés par la suite, un peu avant et un peu après la Grande Paix de Montréal de 1701, ce sont des détachements, en fait, des Alliés ou des Mohawks qui étaient là auparavant. Donc, la façon dont l'histoire s'est faite, étant donné que l'événement n'avait pas été une grande victoire extraordinaire pour les Haudenosaunee, n'ont pas conservé cette mémoire-là et par conséquent, ça s'est oublié également. Donc, on les a invités des fois à participer à des célébrations commémoratives. Je pense que là où ils ont le plus participé, c'est dans la reconstitution de la bataille du Lonceau au tricentenaire de Québec en 1908, parce qu'on a reconstitué la bataille sur les plaines d'Abraham et puis les Haudenosaunee étaient là. C'était un peu une espèce de revanche, là, si on veut, mémorial. Mais par la suite, ils ont été invités, on ne les a jamais revus. Ah oui. Et du côté Wendat ou Anishinaabe, est-ce que cet événement là, de la bataille du Lonceau a percolé ou a été cultivé dans la mémoire de ces peuples? Non, non, pas du tout. C'est ce que je remarque en regardant les ouvrages d'histoire. Ça n'a pas percolé, d'une part parce que c'est un événement traumatique, c'est un événement négatif, et puis aussi parce que ne faut pas oublier que dans nos écoles, eux, ils allaient aux écoles avec les mêmes manuels que ceux qu'on avait pour les petits Blancs. Et évidemment, les Autochtones étaient constamment rabaissés là-dedans. Alors, donc, ils ne pouvaient pas avoir une mémoire positive de cet événement-là. Ils ne pouvaient n'avoir qu'une mémoire qui les dégradait, en fait, qui les rabaissait. Donc, non, ils n'ont pas conservé de mémoire très fidèle là-dessus. D'autre part, il faut voir aussi que la mémoire autochtone ne fonctionne pas du tout comme la mémoire des Occidentaux, parce qu'il ne s'agit pas d'une mémoire écrite, il s'agit d'une mémoire orale qui se transmet de génération en génération et qui se transmet sur les points les plus importants, c'est-à-dire l'origine mythique, bien sûr, des peuples autochtones, sur une mémoire du territoire, sur des mémoires des événements marquants, mais qui ne sont pas des événements datés, parce qu'il n'y a pas le système de datation qu'on a, des mémoires familiales, des mémoires de clans, des mémoires tribales, si vous voulez, mais rien de ce qui correspond à notre mémoire écrite à nous, qui, elle, est une mémoire certifiée avec des chronologies, des dates et ainsi de suite.
Patrice Groux, bon, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Pour en finir avec Dollard, Wendat, Anishinaabe et Français au pied du Kénojiwan, ouvrage paru en avril 2024 chez Boréal. Patrice Groux, vous dites qu'aujourd'hui, Dollard est une figure gênante en regard du processus de réconciliation entre autochtones et non-autochtones. En quoi est-elle gênante, cette figure historique? Ben, elle a été conçue dans une conception colonialiste, dans un contexte colonial, au temps de la dépossession territoriale et humaine des Autochtones. Donc, elle est comme un peu la personnification des guerres de cette époque, quoiqu'elle exprime surtout la défense, en fait, de la nation canadienne-française contre la soumission à l'Angleterre. Mais c'est quand même une mémoire qui nous parle de la supériorité des Français sur les Autochtones. Et c'est donc un regard très ambivalent, très brouillé, pas du tout assumé, en définitive, là, de nos relations avec les Premières Nations. Et de ce point de vue-là, la réconciliation devient difficile parce que, évidemment, c'est un point de vue surtout colonial français, où c'est le point de vue d'une domination française. La réconciliation ne peut pas se faire sur une base égalitaire dans ce sens-là. Et donc, le monument peut être gênant de ce point de vue-là, puisqu'il rappelle constamment la supériorité, entre guillemets, là, des Français sur les Autochtones. Alors, dans ce sens-là, c'est une figure gênante du processus de réconciliation. Encore à ce jour, il existe deux monuments publics qui célèbrent la mémoire de Dollard, un à Montréal et l'autre à Carillon, lieu probable de la bataille du Lonceau sur la rivière des Outaouais. Ces monuments, peut-être plus particulièrement celui de Montréal, ont été vandalisés ces dernières années au nom de la décolonisation et de l'antiracisme, alors que certains monuments critiqués sont déboulonnés. On pense à celui de John A. Macdonald à Montréal, là, qui sera vraisemblablement pas réinstallé. Vous soutenez que des monuments comme ceux érigés à la mémoire de Dollard peuvent être utilisés dans le cadre d'une pédagogie de la décolonisation. Patrice Groux, pouvez-vous nous expliquer de quelle manière? Oui, alors ça, c'est un point intéressant à discuter parce que, évidemment, on peut toujours s'inspirer de ce qui a été fait aux États-Unis, par exemple, avec le déboulonnage des statues des généraux sudistes qui étaient responsables de l'esclavage là-bas. Il y a eu un certain mouvement dans ce sens-là ici. À mon avis, détruire des monuments sans connaître le contexte de production et la signification de ces monuments-là, parce que ça nous coupe en fait des racines de notre propre culture, surtout si l'œuvre en question est aussi une protestation contre le sort qui a été fait aux francophones, ce qui est clair dans ce cas-ci. Alors, l'œuvre est là, c'est une œuvre d'art également, mais ce qui manque, c'est un vis-à-vis, c'est une espèce de dialogue qui ne peut s'entamer, en fait, que si l'autre peut s'exprimer. Alors, voyez-vous, le problème des monuments, c'est qu'ils sont là, ils sont bien imposants sur la place publique, mais ils ne laissent pas de place à la discussion. Et c'est là que je propose qu'on pourrait essayer de penser à une façon de répondre aux monuments par d'autres monuments, par exemple, où des Autochtones expriment leur point de vue. Ils le font d'ailleurs dans bien des cas. C'est un point de vue qui peut même être très révélateur, qui peut nous déranger, mais ce dérangement-là est nécessaire pour être en mesure de surmonter, en fait, les obstacles de la réconciliation. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, nous sommes condamnés à vivre sur le même territoire. Hein. Alors, si on veut le faire sur un pied d'égalité, bien, il faut être capable aussi, à travers les monuments, de le faire. Alors, effacer un monument pour le remplacer par un autre, ce n'est pas une solution, parce que ce n'est pas respecter la culture de ceux qui ont fait le monument. Si le monument n'est pas respectueux des autres, il s'agit de donner aux autres la possibilité de répliquer et d'entamer à ce moment-là un dialogue. Oui. Et d'ailleurs, je crois que vous avez écrit ou mentionné en entrevue que la suppression de ces monuments-là n'est pas une demande des Autochtones. Leurs demandes sont autres et concernent davantage la reconnaissance des torts subis et un désir d'autonomie gouvernementale, un désir de respect des droits territoriaux. Là. Bien, effectivement, bon, ce n'est pas une demande des Autochtones, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y en avoir. Mais ce qui est essentiel pour les Autochtones, je crois, c'est d'abord de récupérer les droits qu'ils ont perdus. Évidemment, au-dessus de tout ça plane cette loi sur les Indiens, qui est celle qui systématise leur infériorité sur le plan juridique et ainsi de suite, qui est une loi historiquement ancienne maintenant, mais qui est toujours en action actuellement, puis qui régit l'ensemble de nos relations avec les peuples autochtones. Alors, tant que cette loi-là, tant que la dépossession territoriale, tant qu'on empêche
aux Autochtones d'avoir une meilleure maîtrise, une meilleure mainmise de leur territoire, tant qu'on leur dicte comment faire les choses. À mon avis, les monuments sont vraiment le dernier des soucis là, qu'ils puissent avoir. Et de toute façon, je dirais que pour ça, les Autochtones ont une excellente réponse, c'est-à-dire qu'ils produisent maintenant, ils ont des artistes, ils ont des écrivains, ils ont des auteurs qui font ce travail-là de reconquête du territoire sur le plan symbolique. Alors, il y a des œuvres autochtones maintenant dans les musées, ils sont très bien accueillis. Elles peuvent être très dérangeantes, je vous assure, là, si on les regarde attentivement, mais elles nous parlent, elles nous disent et elles permettent d'établir ce dialogue-là qui s'est perdu ou qui a toujours été mis de côté. Mhm. Et Patrice Groux, vous terminez votre ouvrage intitulé Pour en finir avec dollar par une réflexion sur une possible émancipation commune et mutuellement reconnue, donc celle des premiers peuples et celle du Québec. Mais selon vous, est-ce qu'on est prêt collectivement du côté non autochtone à reconnaître pleinement le droit des peuples autochtones à l'autodétermination? Ben, écoutez, je ne connais pas assez les sentiments du public à ce sujet, quoique je pense qu'il n'est pas encore très, très ouvert à cette idée-là. Mais tout dépend en fait du contenu de ce droit à l'autodétermination, en fait de ses effets réels. C'est-à-dire que les Autochtones sont eux-mêmes en train d'essayer de réfléchir à cette question-là. Donc, l'offre, elle n'est pas là tout à fait. Elle s'élabore petit à petit. On sent évidemment du côté des autorités politiques beaucoup de réticence à ce point de vue-là, parce que ce sont surtout des intérêts économiques là, qui sont en jeu. Alors, tout ça percole aussi dans la population. Je crois que le travail devrait être fait au niveau de la compréhension de ce qu'est le droit à l'autodétermination, arrêter des informations d'ailleurs à ce sujet-là, et puis aussi avancer dans un dialogue là, mutuel. Alors, oui et non. Je pense que, en fait, je pense que ça serait assez surprenant s'il y avait, ça c'est vraiment c'est une réflexion personnelle, mais s'il y avait une offre qui était faite du côté des Québécois aux Autochtones sur un éventuel partage des responsabilités, et là, à ce moment-là, il faudrait que ce soit en dehors du cadre, bien sûr, de la loi sur les Indiens qui actuellement coince tout le monde là, dans un canal obligé là, de discussion. S'il y avait une offre, je pense qu'il y aurait une écoute. Et s'il y avait une écoute, je pense qu'il y aurait une manière d'avancer. C'est une négociation qui doit se faire. Oui. Notre regard en sur-dollar évolue. Le mythe de dollar des Ormeaux ne mobilise plus vraiment, ou à la limite, il mobilise contre lui-même. Par contre, plusieurs stéréotypes concernant les membres des premiers peuples perdurent malgré la critique serrée là, de ces stéréotypes, malgré l'avancement des sciences. Dans votre ouvrage, Patrice Groux, pour expliquer la persistance de ces stéréotypes, vous reprenez la notion d'immunité du mythe qui est décrite par Gérard Bouchard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi renvoie cette notion d'immunité du mythe? Ben, en fait, ce que le mythe fait ou produit, c'est une forme d'auto-immunisation. Parce que le mythe a un caractère sacral, sacralisé, si vous voulez. Comme le mythe parle des origines, évidemment, les origines, ben, c'est les origines des peuples. Alors, ces origines-là sont toujours sacralisées. Et le mythe a des fonctions qui sont non rationnelles. Il encapsule, en fait, un certain nombre d'éléments non rationnels, comme la guérison, comme le refoulement, comme les émotions, les traumatismes, et ainsi de suite. Et donc, la remise en question d'un mythe. Le mythe, il nous dit qui on est. On a incorporé, on y croit, on n'a même pas besoin, on y adhère sans plus réfléchir. Et à partir du moment où on se met à le questionner, là, ça provoque évidemment des douleurs, ça peut réveiller des traumatismes, ça réveille toutes sortes d'expériences personnelles et c'est là qu'il devient un peu auto-immune. C'est la nature même, en fait, du mythe de produire cette auto-immunité-là et de se protéger par lui-même. Alors, c'est pour ça que, évidemment, la rationalité ou la discussion, la réflexion sur le mythe devient importante et surtout la capacité de pouvoir, bon, je dirais déconstruire parce que c'est un peu le terme qu'on a employé dans les sciences humaines, les sciences sociales ces derniers temps, mais en fait, c'est surtout de remettre en question le mythe à partir des outils scientifiques que nous avons. Donc, il y a cette immunité qui est présente, dont il faut être bien conscient. C'est pour ça, par exemple, que quand on parle du déboulonnement d'un monument, bien, évidemment, si le monument incarne un mythe et qu'on déboulonne le monument, il va y avoir une levée de bouclier, naturellement.
Donc, c'est au-dessus de ça qu'il faut être capable de passer. C'est pour ça que je propose une discussion sur des contre-monuments ou une autre manière d'aborder la monumentalité du mythe de dollar. Mhm. Cette résilience, en quelque sorte, du mythe, ben, on a pu le voir, entre autres, lors de la crise d'Oka. Dans votre livre, vous évoquez le fait que le mythe de dollar, malgré le fait qu'il était déjà en perte de vitesse, a été un peu réactivé au plus fort de la crise d'Oka à l'été 1990. Pourquoi ce retour du mythe, en quelque sorte? En fait, dans le cas de la crise d'Oka, c'était un mythe, comme vous dites, c'était un mythe qui était en perte de vitesse. Il a été réactivé parce qu'il y a eu une conjonction d'événements. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas uniquement parce que c'était dollar des Ormeaux, mais c'était aussi parce que c'était dollar des Ormeaux contre les Mohawks. En fait, on assimilait les Haudenosaunee de l'époque de dollar des Ormeaux aux Mohawks actuels. Et puis, d'autre part, les Français, évidemment, de l'époque de dollar, qui ne sont pas les mêmes que les Québécois, il ne faut pas oublier, tout le monde a évolué dans ce temps-là. Donc, on les a assimilés l'un à l'autre. Et l'élaboration du mythe de dollar s'est faite aussi dans l'idée que les Iroquois, c'était les ancêtres des Anglais, si on veut, qui cherchaient à détruire la Nouvelle-France et donc qui cherchaient à détruire les Français. Donc, on fait appel à un ensemble mythologique qui relève de la lutte de la nation québécoise pour sa propre affirmation. Et la crise d'Oka, il ne faut pas oublier que c'était un mois après la fin de la crise de l'accord du lac Meech. Donc, c'était tout ça qui revenait à la surface. 3 ans de discussion sur une discussion pour arriver à un accord qui a été saboté par des gens qui ne voulaient pas que le Québec soit reconnu comme une société distincte. Alors, à ce moment-là, tous les mythes, toutes les lumières rouges que les mythes peuvent allumer se sont allumées en même temps. Et le monument de dollar a été, il ne faut pas l'exagérer, là, ça a été le point de ralliement de quelques centaines de personnes au moment du 24 juin 1990, mais c'était, d'ailleurs, c'était avant, c'était justement, c'est ça qui est remarquable aussi, c'était avant que la crise d'Oka éclate elle-même, mais la crise d'Oka était déjà en gestation au moment où elle a éclaté, au moment du 24 juin, parce qu'il y avait déjà une discussion au sujet du fameux club de golf là, à Oka. Alors, en fait, ça a créé une espèce de convergence de cet ensemble de mythiques-là qui a provoqué, qui a réveillé un peu le dollar des Ormeaux. C'est tombé par la suite, hein, ça n'a pas vécu longtemps. C'est ça. Patrice Groulx, un immense merci pour vos propos éclairants. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Un immense merci à l'historien Patrice Groulx pour ses propos éclairants sur Dollard des Ormeaux et sur les paroles autochtones longtemps oblitérées par le mythe entourant ce personnage historique. Rappelons que notre invité est l'auteur de Pour en finir avec Dollard, paru en 2024 aux éditions du Boréal. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À très bientôt, Catherine. À très bientôt, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.